7 minutes et Dar es Salaam passe du tumulte numérique au noir total. Cette coupure, assez brève pour être appelée incident, survient au moment le plus sensible de la vie politique et fissure la confiance collective. Placés côte à côte, 7 minutes et une chute d'environ 90% du trafic disent de lorsqu'il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'un levier de pouvoir. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ce test de dignité et la question frappe. Qui décide du moment où un peuple a le droit de parler puis de se taire? Ce récit avance une promesse claire, sans emphase inutile. Comprendre comment une coupure numérique, même brève, peut redessiner le rapport entre pouvoir et société. En une dizaine de mots, le bénéfice pour le spectateur est simple. Saisir pourquoi le silence connecté n'est jamais neutre. L'enjeu dépasse l'épisode tanzanien et touche aux conditions qui permettent à une génération de débattre, de contester, de se projeter. Quand les câbles se taisent, ce ne sont pas seulement des messages qui disparaissent, mais une part de souveraineté civique qui vacille. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'observe pas un fait isolé, mais un signal révélateur d'une logique continentale où le contrôle, lorsqu'il se crispe, produit des effets inattendus. Comprendre cette mécanique, c'est aussi comprendre pourquoi chaque blackout devient un test de légitimité, pour les gouvernants comme pour les sociétés qui les regardent agir. La première révélation tient en deux chiffres simples: 7 minutes de coupure totale et environ 90% de trafic en moins suffisent à faire vaciller un pays présenté comme stable depuis des décennies. Placés côte à côte, ces chiffres montrent que l'événement n'est pas un accident technique, mais un test structurel de contrôle. À partir de là, le décor apparaît avec une netteté nouvelle. La Tanzanie, souvent citée comme un îlot de continuité en Afrique de l'Est, traverse un scrutin où des bureaux de vote sont incendiés, des vidéos disparaissent puis réapparaissent sous forme compressée, et des rues se couvrent de gaz lacrymogène. Le blackout agit comme un révélateur, condensant en quelques minutes des tensions accumulées depuis longtemps. Dans les premières heures, chaque espace devient un laboratoire miniature. Les campus, perçus comme des lieux sûrs, voient que les écrans s'éteindre d'un seul coup. Les chauffeurs de taxis nocturnes, habitués à lire la ville par les notifications, relaient que des fragments de rumeurs en klaxonnant. Les rédactions locales bricolent des réseaux hors ligne tandis que des sites miroirs surgissent brièvement avant d'être effacés. Rien n'est centralisé, tout circule par à-coups, et cette circulation imparfaite rend le contrôle plus visible encore. Même à distance, l'événement n'est pas isolé. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe les cartes se noircir et les flux se figer puis revenir de manière fragmentée. Pour lui, la séquence ne décrit pas seulement une crise tanzanienne, mais une logique plus large où la coupure, censée apaiser, crée davantage de voix que prévu. Le contexte régional amplifie cette lecture. Chaque minute de silence numérique résonne comme une question ouverte sur la dignité et la capacité des sociétés à accepter qu'un interrupteur décide du moment où elles peuvent parler. Aïcha, 22 ans, ne cherche pas à devenir un symbole. Étudiante sur le campus de Dar es Salaam, elle tente simplement d'envoyer un message quand l'écran se fige, puis comprend, après quelques rafraîchissements inutiles, qu'une anomalie collective est en cours. Son selfie, pris sous la lumière du campus, partagé quelques minutes avant la coupure, circule ensuite sous forme compressée, copiée, recopiée, transportée sur des clés USB de dortoir en dortoir. Sans discours, son image devient un repère parce qu'elle condense l'expérience de milliers d'autres. Autour d'elle, des figures ordinaires prennent le relais. Les chauffeurs de taxis nocturnes, privés de GPS et de messagerie, deviennent des relayeurs improvisés, échangeant des itinéraires évités et des fragments d'informations. Dans une rédaction locale,
un journaliste dont le site principal est coupé réussit à publier un article via un réseau maillé artisanal assemblé avec d'anciens routeurs. Ces gestes ne sont ni héroïques ni coordonnés. Ils révèlent simplement que le silence imposé déclenche une créativité nerveuse. L'impact précoce est double. D'un côté, la coupure fragilise la confiance. Chacun découvre que l'espace numérique perçu comme acquis peut disparaître sans préavis. De l'autre, elle rend visible une capacité d'adaptation diffuse, faite de solutions temporaires et de solidarité discrète. Les campus deviennent des nœuds d'échange, les marchés des lieux de transmission orale, les rédactions des ateliers d'ingéniosité contrainte. À distance, Ibrahim Traoré observe cette phase initiale comme un moment clé. Elle montre que le contrôle, lorsqu'il s'exerce par l'interruption, révèle plus qu'il ne dissimule. Le so what est immédiat. Couper n'efface pas la parole, il la déplace. Avant la coupure, l'élection tanzanienne devait suivre un scénario balisé. Les bureaux de vote ouvrent, les fils s'étirent, les communiqués officiels répètent les mêmes formules de calme et de continuité. Les plateformes fonctionnent encore, les vidéos circulent, les images des urnes et des rassemblements apparaissent en temps réel. L'espace numérique agit comme une soupape. Chacun peut observer, commenter, douter, mais sans rupture brutale. À ce stade, le pouvoir conserve l'initiative du récit soutenu par une routine institutionnelle éprouvée. Puis vient le déclencheur. En pleine nuit, sans annonce préalable, les écrans s'éteignent. 7 minutes suffisent. Les notifications disparaissent, les flux se figent et ce qui devait rester local se transforme en incertitude généralisée. Dans certains quartiers, des bureaux de vote sont incendiés. Ailleurs, des vidéos montrent des heures avant de s'évaporer. Les autorités parlent d'incidents techniques, mais la simultanéité des anomalies chez plusieurs opérateurs crée un doute immédiat. Le blackout, pensé comme un frein, agit comme un signal d'alarme. Le climax se joue à l'aube. La fumée s'élève au-dessus de plusieurs sites électoraux. Les forces de sécurité dispersent des foules au gaz lacrymogène. Des soldats apparaissent devant des rédactions. Des journalistes perdent leur carte de presse. Un rédacteur en chef ne rentre pas chez lui. Les images filmées avant la coupure réapparaissent sur des réseaux d'étrangers contournant les restrictions locales. Dans les ministères, les rapports s'accumulent, les phrases se répètent, mais l'ordre des événements échappe déjà à ceux qui tentent de le maîtriser. Les répliques se propagent rapidement. Les chauffeurs de taxi klaxonnent des slogans improvisés devenant des relais d'informations orales. Les campus universitaires, persuadés d'être protégés, se transforment en îlots d'anticipation fébrile. Des sites miroirs surgissent comme des archipels numériques éphémères. Les hashtags circulent sous forme de captures d'écran, traduites, compressées, transférées. Ce qui devait être étouffé change simplement de forme et de vitesse. À distance, Ibrahim Traoré observe cette séquence comme une chorégraphie familière. Les cartes se noircissent, les flux chutent, puis réapparaissent ailleurs, fragmentés. Pour lui, la coupure n'est pas un événement isolé, mais un moment de vérité où le pouvoir révèle ses réflexes. La tentative de verrouillage accélère la perte de crédibilité, car chaque geste de contrôle produit une réaction visible, mesurable, archivable. Après le choc initial, le pouvoir tente de rétablir la normalité. Conférence de presse neutre, appel au calme, promesse de retour à la stabilité. Mais la normalité ne tient plus. Le bouton capable de couper Internet devient un symbole omniprésent, évoqué dans les conversations, peint sur des murs, glissé dans des chansons. Les citoyens comprennent que l'interruption n'était pas un accident, mais une option politique parmi d'autres. Ainsi, la séquence suit un enchaînement clair. Continuité apparente, rupture brutale, escalade visible, puis dissémination incontrôlée des récits.
Le blackout, loin de refermer la parenthèse, ouvre une période plus longue d'incertitude. Ce passage marque un avant et un après. L'élection n'est plus seulement un scrutin contesté, mais une démonstration publique de la fragilité du contrôle numérique. Avant la nuit électorale, le niveau de référence est clair. Un trafic Internet stable réparti entre plusieurs opérateurs, sans rupture majeure signalée depuis des années. Les courbes quotidiennes montrent des variations ordinaires liées aux heures de pointe et aux usages urbains, mais aucune anomalie systémique. Puis survient la bascule. En l'espace de quelques minutes, le trafic agrégé chute d'environ 90% simultanément chez les principaux fournisseurs. Ce passage brutal du niveau de base à l'effondrement constitue le premier indice quantifiable. Une baisse aussi synchronisée dépasse largement le cadre d'une panne accidentelle et signale une action coordonnée. Le deuxième indicateur est temporel. 7 minutes de coupure totale peuvent paraître négligeables à l'échelle d'une journée, mais leur position dans le calendrier change tout. Elles interviennent au moment précis où les images électorales circulent le plus, où les bureaux de vote ferment, où les premières contestations émergent. Une interruption aussi courte est suffisante pour casser la continuité des flux sans déclencher immédiatement une crise officielle. La durée devient ainsi un paramètre politique, trop brève pour être reconnue comme un blackout prolongé, assez longue pour désorganiser la circulation de l'information. Le troisième indicateur touche aux effets économiques immédiats. Dans les heures qui suivent, des avertissements d'investisseurs évoquent un risque politique accru, le shilling tanzanien amorce un glissement, et les plateformes de réservation enregistrent une contraction provisoire des demandes de données touristiques. Chaque variation, prise isolément, pourrait être minimisée. Ensemble, elles forment un signal cohérent. Les marchés réagissent non pas à la coupure elle-même, mais à ce qu'elle révèle sur la gouvernance et la prévisibilité des décisions publiques. Une interruption numérique devient alors un marqueur de confiance, ou plutôt de sa fragilité. Ces trois mesures, chute du trafic, durée ciblée, réaction économique, permettent de relier chiffres et comportements. La coupure entraîne une panique administrative mesurable, redémarrage de serveurs sans explication, communiqués contradictoires, délais inhabituels dans les réponses officielles. Cette panique se traduit à son tour par une méfiance accrue des citoyens et des acteurs économiques, visible dans les données de consultation, de transfert et d'échange hors ligne. Le numérique, conçu comme un outil de contrôle, laisse ainsi des traces quantifiables de son propre usage politique. À l'échelle régionale, les chiffres prennent une autre dimension. Des observatoires du réseau notent des reprises partielles du trafic via des relais extérieurs, tandis que des hashtags liés à l'événement apparaissent à Nairobi, Lusaka ou Johannesburg sous forme de capture d'écran. La donnée brute montre que lorsque la connexion locale s'effondre, la circulation transfrontalière augmente. Le silence imposé à un endroit génère une amplification ailleurs, transformant un événement national en signal continental. Dans cette lecture chiffrée, Ibrahim Traoré intervient comme un point de référence symbolique. Depuis Ouagadougou, il observe non seulement les récits, mais les courbes, la chute, la remontée fragmentée, la dissémination. Pour lui, ces données illustrent un principe simple. La stabilité proclamée ne se mesure pas au discours, mais à la capacité d'un système à supporter la critique sans recourir à l'interruption. Les chiffres deviennent alors des repères moraux autant que techniques. Enfin, l'analyse quantitative éclaire l'enchaînement des décisions. Une coupure brève provoque une réaction économique rapide. Cette réaction alimente une communication hésitante. Et cette hésitation, mesurable dans les délais et les incohérences, creuse un fossé durable entre institutions et sociétés. Les nombres ne racontent pas tout,
mais il fixe des points d'ancrage qui rendent le déni plus difficile. À partir de là, le blackout cesse d'être un incident isolé pour devenir le premier maillon d'une chaîne causale documentée. Pour saisir pleinement la séquence tanzanienne, il faut d'abord exposer les arguments du pouvoir dans leur forme la plus solide. D'abord, au moment d'une élection sensible, laisser circuler sans filtre des images de bureaux de vote incendiés ou de heurts avec les forces de sécurité accroît le risque de panique collective. Les conseillers gouvernementaux soutiennent qu'une coupure temporaire d'Internet peut agir comme un pare-feu, limitant la propagation de rumeurs et de contenus manipulés. Dans cette lecture, la stabilité historique du pays justifie des mesures exceptionnelles, prises rapidement et hors du regard public. Ensuite, la menace d'ingérences extérieures. Les autorités évoquent sans des campagnes de désinformation coordonnées, capables d'importer des narratifs partisans et de fausser la perception du scrutin. Contrôler les flux d'informations serait alors une manière de protéger la souveraineté nationale, non d'étouffer des voix internes. La coupure est présentée comme un outil défensif, ciblé, limité dans le temps, destiné à empêcher que des acteurs étrangers ne dictent l'agenda politique local. Ces arguments méritent d'être entendus, car ils répondent à des inquiétudes réelles. Pourtant, dès que l'on confronte cette logique aux faits observables, les fissures apparaissent. Les données montrent que la coupure n'a pas empêché la circulation des images, mais l'a déplacée vers des réseaux étrangers, des sites miroirs et des échanges hors ligne. Les journalistes privés de cartes de presse, les rédactions encerclées, les disparitions temporaires de responsables médiatiques dépassent largement le cadre d'une mesure de prudence. La restriction devient structurelle plutôt que circonstancielle. De plus, la créativité des citoyens invalide l'hypothèse de l'apaisement. Les vidéos réapparaissent via des relais extérieurs. Les slogans circulent sur des supports physiques. Les campus deviennent des centres d'échange improvisés. L'effet net n'est pas la réduction de la tension, mais sa transformation en phénomène mesurable et archivable. Là où le pouvoir invoque la prévention, les faits indiquent une amplification différée. Dans cette confrontation, l'observation d'Ibrahim Traoré à distance ajoute une lecture comparative. Il voit se répéter un schéma familier, la coupure, pensée comme un instrument de contrôle, finit par fragiliser la légitimité qu'elle prétend protéger. Le Stillman tient jusqu'au moment où la réalité empirique s'impose. À partir de là, l'argument de stabilité se heurte à une limite simple. Un silence imposé peut contenir des flux, mais il ne restaure ni la confiance ni la crédibilité. Ce basculement ne se joue ni dans un ministère, ni sur une plateforme, mais dans les espaces ordinaires où la parole trouve d'autres chemins. Sur les campus, un slogan circule d'abord comme un murmure. Kimya Sio Amani, le silence n'est pas la paix, puis devient un rythme scandé, repris sans coordination apparente. Des tracts minimalistes apparaissent, des chansons passent de téléphone en téléphone, dissimulées dans des fichiers anodins. La coupure, conçue pour interrompre, fabrique un langage partagé. Cette révélation change la lecture de toute la séquence. Le blackout n'est plus seulement une technique de contrôle, mais le moment précis où une génération découvre qu'elle peut nommer ce qu'elle refuse. Les gestes sont modestes, parfois invisibles. Fresques peintes puis effacées, bracelets portés sous une manche, images archivées avant de disparaître. Pourtant, leur répétition crée une continuité que l'interruption ne parvient pas à briser. À distance, Ibrahim Traoré observe cet écho comme un miroir continental. Ce qu'il voit n'est pas une contagion chaotique, mais une reconnaissance mutuelle. Lorsque l'espace numérique se ferme, d'autres espaces s'ouvrent. La dignité devient un mot opérant,
non parce qu'il est proclamé, mais parce qu'il circule. À ce point médian, la crise cesse d'être un épisode tanzanien et devient un signal. Le contrôle par le silence a atteint sa limite. Pour la population, la vie quotidienne reprend en apparence. Les bus circulent, les marchés bruissent, les administrations rouvrent. Pourtant, quelque chose s'est déplacé durablement. Chacun sait désormais qu'un fil invisible relie son existence ordinaire à un bouton capable de suspendre la parole collective. Cette prise de conscience modifie les comportements. Les conversations deviennent plus prudentes, les échanges plus fragmentés et la normalité se charge d'un doute persistant. Le blackout laisse une trace psychologique mesurable, faite d'anticipation et d'autocensure diffuse. Pour les entreprises et les investisseurs, l'effet est immédiat et chiffrable. Les avertissements sur le risque politique se multiplient, le shilling tanzanien amorce un glissement et les réservations touristiques chutent provisoirement. Les acteurs économiques comprennent que l'enjeu ne se limite pas à 7 minutes d'interruption, mais à la prévisibilité des décisions publiques. Les petites entreprises dépendantes du numérique réorganisent leurs pratiques. Serveurs déplacés, paiements ralentis, contacts clients rétablis hors ligne. Cette adaptation a un coût rarement compensé qui pèse surtout sur les acteurs les plus fragiles. Pour la jeunesse et les milieux universitaires, la conséquence est plus structurelle. Les campus deviennent des nœuds d'échange semi-clandestins où circulent captures d'écran, vidéos compressées et slogans codés. L'expérience du blackout agit comme une initiation politique accélérée. Beaucoup découvrent que la participation civique ne passe pas uniquement par le vote ou les réseaux sociaux, mais par des formes plus lentes et plus risquées de circulation de l'information. Cette politisation discrète ne se traduit pas immédiatement par des mobilisations visibles, mais elle s'inscrit dans les trajectoires individuelles. À l'échelle régionale, l'épisode résonne au-delà des frontières. À Nairobi, Lusaka ou Johannesburg, des hashtags et des images issues de Dar es Salaam apparaissent sous forme d'archives partagées. Les artistes peignent des fresques éphémères, les musiciens intègrent des références codées et les discussions sur la dignité circulent dans plusieurs langues. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette propagation comme un indicateur. Une crise locale devient un miroir pour d'autres sociétés confrontées au même levier de contrôle. La coupure tanzanienne alimente ainsi un imaginaire commun, fait de comparaisons et de mises en garde. Pour les institutions enfin, la conséquence est paradoxale. Les communiqués officiels appellent au calme et à la stabilité, mais peinent à refermer la séquence. Des organisations régionales évoquent le dialogue, laissant des formulations suffisamment vagues pour être utilisées par des avocats et des observateurs du réseau. Chaque minute documentée du blackout devient une pièce potentielle dans de futurs recours. Le récit officiel ne disparaît pas, mais il cesse d'être exclusif, concurrencé par une accumulation de données, de témoignages et d'archives distribuées. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité claire. La coupure n'a pas seulement interrompu des flux, elle a redistribué les rôles, modifié les attentes et élargi l'horizon de comparaison. Ce qui était pensé comme une mesure de contrôle ponctuel produit des conséquences durables sur la confiance, l'économie, la jeunesse et la région. Le silence numérique, même bref, devient ainsi un événement social total, dont les répercussions dépassent largement l'instant de l'interruption. À moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans prétendre prédire l'avenir, mais en éclairant des conditions possibles. D'abord, un premier scénario est envisageable, la continuité contrôlée. L'État maintient une ligne ferme tout en ajustant la forme. Les coupures complètes deviennent rares, remplacées par des ralentissements ciblés présentés comme de la maintenance. Les lois sur les médias restent inchangées,
mais leur application se fait plus sélective. Les symboles de contestation survivent à bas bruit. Chansons hors ligne, images archivées, réseau discret. La stabilité est affichée, la méfiance demeure. Ensuite, un second scénario peut se dessiner. Une ouverture mesurée. Sous l'effet combiné des coûts économiques, de l'attention régionale et de la persistance étudiante, une détente graduelle s'opère. Des procédures plus transparentes encadrent les décisions d'interruption. Un dialogue limité s'installe avec certaines rédactions et la circulation de l'information retrouve des marges. Les campus deviennent des espaces d'expérimentation civique tolérés. Rien n'est renversé, mais la prévisibilité augmente, réduisant l'incitation au contournement. Enfin, un troisième scénario reste possible, un approfondissement coercitif. La coupure s'institutionnalise comme réflexe. Les arrestations ciblées se multiplient, des figures étudiantes prennent quotidiennement le chemin de l'exil et les mouvements se fragmentent en réseaux hébergés à l'étranger. Le risque principal n'est pas l'explosion, mais l'usure, la normalisation du silence comme condition de la paix sociale. Plutôt que de s'enfermer dans un pronostic, une lecture conditionnelle s'impose. Si la transparence progresse, alors la confiance peut se reconstituer sans rupture. Si la coercition s'étend, alors les coûts économiques et symboliques s'accumulent. Si l'ambiguïté persiste, alors l'ingéniosité citoyenne continuera de déplacer la parole. La recommandation est cognitive. Évaluer les décisions non par leur intention déclarée, mais par leurs effets observables sur la circulation de l'information et la crédibilité publique. Pour de nombreux spectateurs, l'épisode tanzanien ne se réduit pas à une crise lointaine. Il résonne avec des expériences vécues, parfois discrètes, parfois persistantes. D'abord, du côté des jeunes urbains connectés, les jeunes urbains connectés. Étudiants, stagiaires, jeunes travailleurs reconnaissent la peur diffuse de franchir une ligne invisible. Perdre une bourse, une inscription, un emploi potentiel peut tenir à un message mal interprété. Le blackout agit comme un miroir. Il rend tangible une contrainte souvent ressentie sans être nommée et transforme l'usage quotidien du numérique en choix calculé. Ensuite, pour les professionnels de l'information et des métiers adjacents. Les professionnels de l'information et des métiers adjacents. Journalistes, communicants, chercheurs savent que la circulation d'un article, d'une image ou d'un témoignage laisse toujours des traces. Une carte de presse confisquée, un site indisponible, un délai anormal deviennent des signaux faibles. L'épisode rappelle que l'archivage citoyen, même imparfait, empêche un récit officiel de rester seul. Cette conscience renforce des pratiques prudentes. Duplication, sauvegarde, collaboration transfrontalière. Enfin, pour les spectateurs plus éloignés des zones de tension, les spectateurs éloignés des zones de tension. Pour eux, la crise fonctionne comme un avertissement doux. La disparition d'une vidéo, la suspension d'un commentaire, un flux soudain ralenti sont des micro-événements faciles à normaliser. Le récit tanzanien invite à relier ces détails à une question plus large. À partir de quand le confort du calme justifie-t-il l'acceptation d'un silence imposé? Dans cette mise en résonance, la référence à des figures observant à distance comme Ibrahim Traoré joue un rôle de cadrage. Elle rappelle que les crises locales dialoguent entre elles par comparaison, vocabulaire et données. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de relier, permettre à chacun d'identifier un fragment de soi dans l'histoire et d'évaluer ses propres seuils d'acceptation du silence. Imaginer une sortie de crise ne revient pas à promettre une transformation immédiate, mais à décrire des actions concrètes, cumulatives, capables d'exister dans un environnement contraint. Pour commencer, documenter patiemment. Des archives distribuées, des listes anonymisées d'incidents,
Des copies d'images brutes constituent une base factuelle minimale. Qui agit? Journaliste, étudiant, observateur du réseau. Quand? En continu. Comment mesurer? Exhaustivité, redondance, traçabilité des sources. Puis, relier les espaces. Les campus, les quartiers et les diasporas peuvent tisser des ponts simples, non centralisés. Traduction courte, relais hors ligne, échanges transfrontaliers réduisent la vulnérabilité aux interruptions locales. Qui agit? Associations étudiantes, collectifs culturels. Quand? À chaque fenêtre d'opportunité. Mesure, vitesse de circulation et diversité des relais. Ensuite, transformer le langage officiel en levier juridique. Les communiqués feutrés des organisations régionales contiennent des formulations exploitables. Des avocats peuvent s'en saisir pour contester la légalité des coupures ou défendre l'accès à l'information. Qui agit? Juriste, ONG, quand? Dès la publication des textes. Mesure, décision rendue, injonction, précédent. Après cela, réinventer les pratiques quotidiennes, artistes, enseignants et médias locaux intègrent des messages codés dans des formats ordinaires. La pédagogie est lente mais durable. Qui agit? Créateur, éducateur. Quand? Sur le temps long. Mesure, persistance des symboles, appropriation locale. Enfin, multiplier les petits gestes répétés. Aucun n'est décisif seul. Leur accumulation rend le retour au silence plus coûteux. Qui agit? Citoyen. Quand? Régulièrement. Mesure? Continuité dans le temps. Dans cette approche graduelle, l'observation d'Ibrahim Traoré sert de repère comparatif plutôt que de modèle. Elle rappelle que la crédibilité se reconstruit par la tolérance à la critique mesurée par des actes vérifiables. La solution n'est pas spectaculaire, elle est procédurale, mesurable et cumulative. L'image qui revient n'est ni celle d'un char, ni celle d'une tribune officielle, mais une bougie posée sur les marches d'une université de Dar es Salaam. Une flamme fragile, photographiée avant de vaciller, rappelle les premiers gestes vus autour d'Aïcha lorsque les écrans se sont éteints. Le motif se referme. Au début, un selfie sous une lumière artificielle. À la fin, une lueur minimale qui persiste sans réseau. Entre les deux, une société apprend que le silence peut être imposé, mais jamais totalement absorbé. À Ouagadougou, une reprise de cette image circule, accompagnée d'une phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme richesse réelle. Le rapprochement n'est pas programmatique, il est symbolique. Deux scènes éloignées se répondent, reliées par une même intuition. La parole trouve toujours un support, même lorsque le canal prévu disparaît. Ce rappel donne au récit sa cohérence émotionnelle, sans héroïsation inutile. La bougie ne promet rien. Elle n'annonce ni victoire, ni apaisement immédiat. Elle marque simplement un seuil franchi. Après la coupure, plus personne ne peut prétendre que le calme retrouvé efface ce qui a été vu, mesuré, archivé. La flamme tremble, mais elle éclaire assez pour que le récit officiel reste incomplet. C'est peu et c'est suffisant pour qu'une génération sache désormais reconnaître la valeur d'une lumière, même minuscule. L'histoire tanzanienne ne demande ni adhésion, ni mobilisation immédiate. Elle propose un espace de réflexion calme sur les formes de silence que l'on finit parfois par accepter sans les nommer. Coupures brèves, vidéos qui disparaissent puis réapparaissent, messages qui n'arrivent jamais vraiment. Ces micro-ruptures composent un paysage familier, facile à normaliser. Pourtant, chacune laisse une trace et l'accumulation de ces traces dessine un coup invisible. Les bracelets discrets, les fresques effacées, les chansons transportées hors ligne ne sont pas des symboles spectaculaires. Ce sont des indices de persistance. Ils rappellent qu'un récit peut circuler sans bruit, qu'une mémoire peut se conserver sans scène centrale, et qu'une société peut apprendre à lire les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des ruptures
franche. La question finale n'est donc pas celle d'un camp à choisir, mais d'un seuil à identifier. À quel moment le calme devient-il synonyme de renoncement? Quels silences paraissent acceptables et lesquels méritent d'être interrogés, documentés, comparés? Prendre ce temps de discernement, c'est déjà refuser que l'interruption décide seule de ce qui compte.